Est-ce que vous le sentez? Oui, c'est l'odeur des jours qui réaugmente. Enfin! Ça fait quasiment 8 semaines que je fais le décompte sur les réseaux sociaux jusqu'au 21 décembre. Donc là, ça veut dire qu'au moment où cette vidéo va sortir, on aura déjà gagné 3-4 minutes de soleil. Ce n'est absolument pas négligeable. Bref, vous avez sûrement pas cliqué sur cette vidéo pour entendre une meuf parler d'ensoleillement. On va passer au sujet principal de cette vidéo. Ce pourquoi vous avez cliqué sur cette vignette, qui je l'espère était suffisamment accrocheuse. On va parler de plein de choses hyper intéressantes. Je vais aborder mon cas personnel comme exemple, mais en réalité, cette vidéo ne va pas vraiment parler de moi. Elle aura un message beaucoup plus global et ça, vous allez le voir. Mais avant ça, rappelez-vous qu'à partir de 700 000 abonnés atteints, un tout nouveau programme 100% gratuit sortira sur la chaîne YouTube et je vous prépare beaucoup de surprises pour ce nouveau programme. Donc si c'est pas encore fait et surtout pour le soutien sur toute l'année 2023, pense à t'abonner, surtout si tu viens régulièrement. Donc je vais brièvement vous rappeler mon parcours pour ceux qui sont là depuis pas longtemps, ceux qui me suivent depuis quelques années mais qui ont oublié ou ceux qui ne me connaissent pas. J'ai commencé en salle en 2012, donc il y a maintenant 10 ans. Ça ne me rajeunit pas. Et sur les réseaux sociaux vers 2013-2014. En 2014, le fitness sur les réseaux, c'était ça. Moi, mon parcours, personnellement, c'est celui de monsieur, madame, tout le monde. Je me suis inscrite en salle de sport à 18-19 ans, suite à une rupture amoureuse que j'ai eue à 17 ans, qui m'a mis dans un état dépressif, qui m'a entraîné, on va dire, une très grosse perte de poids. J'avais perdu 10 kilos, j'en ai repris 25. Suite à cet épisode post-rupture assez désastreux dans ma jeune vie d'adolescente, j'ai voulu m'inscrire en salle pour reprendre confiance en moi et c'était le tout début d'Instagram, des réseaux sociaux, ou en tout cas l'arrivée du fitness en France. Moi, je me retrouvais dans un corps qui ne me correspondait plus, dans lequel je ne me sentais plus du tout bien. Le reflet dans le miroir était difficile et j'avais vraiment peu d'estime de moi. À l'époque, on avait deux choix, clairement. C'est soit t'allais en cours collectif quand tu étais totalement débutant, soit tu inondais une des 700 000 machines de cardio qui étaient disponibles. Elliptique, vélo, tapis, bref, la salle était composée à 80% de ça. Je sais qu'aujourd'hui, il y a encore des salles qui sont comme ça, mais on va dire que maintenant, il y a beaucoup plus de zones muscu qui sont étendues. À l'époque, dans ma salle, il y avait un tout petit endroit qu'on appelait la grotte, où il y avait les machines, les cages à squat, les racks, les haltères, les barres olympiques, bref, le matériel lourd en fait. Et pour rentrer dans cette zone-là, fallait quand même avoir des couilles, tu vois, parce qu'il y avait que des mecs regroupés dans un espace très restreint. C'était un peu old school en plus, donc tu avais vraiment des passionnés de muscu, mais c'était hyper impressionnant pour une débutante de se pointer sans savoir comment faire. T'avais jamais vu une machine de ta vie. À l'époque, il n'y avait pas toutes les vidéos, toutes les choses qu'il y avait sur les réseaux sociaux, donc c'était très compliqué. Bref, je vous referai peut-être une vidéo sur mes débuts, par quoi je suis passée, toutes les erreurs que j'ai faites, toutes les choses que j'ai bien faites, tout ce que je vous conseille de A à Z, du début à aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Dites-moi vraiment si ça vous intéresse, parce que si ça vous intéresse pas, je vais pas refaire l'étalonnage de toute ma vie pendant 7 jours pour faire une vidéo de 40 minutes, tu vois. Donc soyez honnêtes. Donc bref, moi j'attaque le fitness dans cette période-là, dans ce climat-là. Durant les années 2010 à 2017, le fitness en fait c'est surtout principalement des go muscu, pas se mentir. Ce qui fait en fait que les égéries hommes et femmes qui représentaient le fitness étaient principalement des acteurs issus du milieu de la compétition ou du bodybuilding, ou ayant participé à un moment donné à des compétitions. Il y a beaucoup de profils aujourd'hui qui ont totalement effacé ça de leurs réseaux sociaux, qui se sont totalement réinventés après avoir passé des années à avoir des comptes très culturistes. Notamment avec l'apparition en 2002 de la catégorie body fitness ou encore en 2011 de la catégorie bikini. Il y a énormément de catégories et de sous-catégories au niveau des physiques pour classer la shape vu que c'est vraiment un concours basé sur l'esthétique. Donc ça permettait aux femmes d'avoir des profils beaucoup moins massifs et hors normes que les premiers profils de compétitrices de bodybuilding qu'on avait par exemple dans les années 80. Je prends volontairement ces deux catégories en exemple parce que ça va être le modèle de référence pendant presque 10 ans. J'ai connu personnellement aussi l'avènement des salons du fitness en France, qui s'appelait d'ailleurs salon du body fitness, grâce à mon sponsor historique, MyProtein, chez qui je suis toujours, que vous voyez passer sur mes réseaux, sur mes vidéos, etc. Donc qui était présent avec des stands, et j'ai pu être témoin justement des salons avec des athlètes, parfois internationaux, avec des millions, des dizaines de millions d'abonnés, alors que nous en France c'était tout récent, peu avaient encore 100 000 abonnés, 1 million. Moi à l'époque je devais avoir 10 000 abonnés, quelque chose comme ça, et ça m'a déjà permis d'avoir suffisamment de visibilité pour être présente en tant qu'ambassadrice sur ces salons. Donc pour vous dire combien c'était vraiment tout nouveau, tout neuf, c'était vraiment à ses prémices. Les compétitions de body en fait ça coûte très cher. Et on va pas se mentir aussi, la prise de stéroïdes et de produits dopants ça coûte cher. Donc beaucoup d'athlètes avaient donc besoin de sponsors de compléments alimentaires
qui étaient également très en adéquation avec leur milieu, parce que les produits dopants et les compléments n'ont rien à voir, bien sûr, mais les athlètes consommaient aussi des compléments alimentaires, donc souvent c'était des sponsors qui étaient très liés à la compétition de body, de manière assez naturelle. Donc les marques de compléments étaient une source de revenus non négligeable pour les athlètes. Or, avec l'avènement d'Instagram et des réseaux sociaux, des gens comme moi se sont retrouvés sur les mêmes plateformes, sur les mêmes salons que les athlètes de compétition. C'est le début de l'influence et l'émergence du fitness en France. Et là, on est entre 2015, 2016, 2017. On se retrouve donc avec des nouveaux profils dans le fitness, dont je fais partie. Celui de personnes qui ne sont pas des compétiteurs, parfois qui sont tout simplement des passionnés, des amateurs, pas forcément des professionnels du sport, qui se retrouvent parfois plus proches de leur audience, qui vont partager leur quotidien, leurs astuces, leurs entraînements, leur alimentation, leur mode de vie, de manière beaucoup plus accessible au commun des mortels que ce que font les compétiteurs de body. Et en soi, je trouve qu'on ne suit pas forcément ces profils-là pour les mêmes raisons. Et c'est l'explosion des influenceurs fitness en France entre 2014 et 2018 avec en figure de proue Thibaut InShape, que je salue et que j'aime beaucoup avec Juju. Là où les athlètes justement vont être, on va dire, un vecteur de motivation grâce à des physiques parfois incroyables, titanesques, qui sortent totalement du physique classique du pratiquant lambda de muscu, soit par une génétique, on va dire, bénie des dieux, parfois c'est le cas aussi, avec des produits dopants, de la chirurgie et également beaucoup de travail. Et on va suivre les influenceurs parce qu'ils ont un lifestyle ou un physique plus accessible auquel on peut plus facilement s'identifier. C'est notamment pour ça qu'on va avoir des influenceurs avec des communautés beaucoup plus actives et engagées que sur les comptes de certains athlètes avec parfois 1 million de plus. Là où avant, par exemple, les athlètes qui étaient les seuls représentants du fitness paraissaient inaccessibles parce qu'il est certain que le meilleur pratiquant du monde avec la meilleure diète, riz d'un haricot vert et le meilleur entraînement n'aura jamais le profil d'un Ulysse, en tout cas pas naturellement. Que crois-moi qu'ils boivent pas que leur BCA pendant l'entraînement, eux. D'ailleurs aujourd'hui, j'ai fait un constat il y a pas longtemps, c'est qu'il y a énormément de profils que je suivais il y a 10 ans, ou même ne serait-ce qu'il y a 5 ans, qui ont totalement perdu leur condition physique incroyable. C'était les têtes d'affiche, les physiques inatteignables qui représentaient le goal absolu en muscu chez les hommes comme chez les femmes, parce qu'il y a eu des problèmes de santé, il y a eu l'arrêt des cures de stéroïdes, et on a vu des physiques impressionnants totalement disparaître. Tout ça pour dire quoi finalement? Ça veut dire qu'à cette période-là, la plupart des gens ont associé le mot fitness à des physiques incroyables, extraordinaires, surdéveloppés et extrêmement secs. Ça a matrixé une grande partie des gens, notamment pour les personnes qui ont entre 25 et 45 ans, qui ont connu aussi cet avènement-là du fitness d'il y a 10 ans. Ils sont conditionnés à voir qu'une fit girl doit ressembler à une compétitrice de body à l'année. Souvent porté aussi par le fait que les athlètes trichaient, ils prenaient des photos d'eux au moment où ils étaient le plus secs dans l'année, juste avant leur compétition, et après ils mettaient ces mêmes photos tout le long de l'année. Du coup, on avait l'impression qu'ils étaient comme ça en permanence. Et en soi, si la vision de certaines personnes, c'est une américaine très sèche, très sculptée, en soi, pourquoi pas? Chacun a sa vision du fitness, de ce à quoi doit ressembler un fit boy, une fit girl, un coach, etc. Pour moi, la discipline du fitness, ça va à un sens encore plus large que ça. C'est pas simplement réservé à la compétition de body. D'ailleurs, la plupart des pratiquants de musculation en salle n'ont pas forcément vocation à vouloir faire de la compétition. On peut, mais c'est pas l'objectif, le goal de tout pratiquant de muscu. Mais sur les réseaux, et c'est un constat que je fais depuis mes débuts, même si ça s'est un petit peu estompé ces derniers temps, je trouve que les gens ont pris un peu conscience un petit peu de la réalité, c'est que tous les coachs sportifs, tous les influenceurs hommes, femmes, ne sont pas obligés d'avoir des physiques de dieux ou de déesses qui descendent de l'Olympe. Oui, c'est plus vendeur. C'est pour ça que vous avez des coachs qui se dopent sans faire de compétition uniquement pour vendre des programmes. Voilà. Ou des femmes qui ne mangent rien à l'année, qui sont extrêmement sèches et qui mettent en danger leur santé pour avoir le body goal rêvé qui va les faire travailler toute leur vie. D'ailleurs, sachez-le, la définition du fitness, c'est la gymnastique de forme ou l'entraînement physique qui désigne un ensemble d'activités physiques permettant aux pratiquants d'améliorer sa condition physique et son hygiène de vie dans un souci de bien-être. Le healthy lifestyle. Donc ça englobe la pratique de la musculation, le cross-training, le HIIT, le cardio, l'entraînement maison, les cours collectifs. Ça peut même englober le street workout et certaines disciplines. En bref, la vision du fitness va vraiment dépendre des modes et périodes et de la vision de la société. Ça a beaucoup été démocratisé en France par les youtubeurs, les influenceurs. Moi, je l'ai beaucoup vu quand j'ai commencé, j'ai vraiment vécu toute cette vague. Là où par exemple, en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, pour citer l'Europe, ou même aux États-Unis, en Australie,
Australie, le fitness a beaucoup été porté par des athlètes de compétition, où la culture body muscu est plus présente pour le coup. D'ailleurs pour ça qu'en France, la plupart des fit girls sont soit des coachs, soit des influenceuses, non pas des athlètes. Donc moi quand j'ai commencé, j'avais vraiment comme modèle de référence les programmes de muscu, les PDF d'entraînement traduits depuis l'anglais, les diètes hyper restrictives qui correspondaient du coup aux diètes des compétiteurs et qui auraient pu me faire basculer en tant que jeune débutante dans des troubles du comportement alimentaire ou dans des, on va dire, des schémas hyper extrêmes. Les premières années, j'étais très formatée d'ailleurs. Heureusement, aujourd'hui, les discours ont beaucoup changé. Il y a beaucoup plus de contenus qui sont présents et moi, j'essaye de vous amener justement ce que je n'ai pas trouvé à mes débuts pour vous éviter les erreurs que j'ai faites et aussi pour vulgariser un maximum de choses pour que ça devienne accessible. On parle plus de mode de vie sain aujourd'hui, on s'adresse plus à monsieur et madame tout le monde, aux personnes qui ont des enfants, aux jeunes qui sont en études, à la fac, à l'école. Et le confinement et la fermeture des salles en 2020 a fini de basculer la vision du fitness qui était un petit peu muscu en France vers l'entraînement maison, le workout et notamment les entraînements YouTube, etc. ou comme on propose dans notre application de fitness Fit Fat Forever. Oui, je l'ai placé. Si je le place pas dans chacune de mes vidéos, je meurs. Avec des entraînements poids du corps, petit matériel. Et finalement, en France, le fitness, c'est un peu devenu ça pour l'instant. On avait également à cette période, en 2014-2015, je reviens un petit peu en arrière, beaucoup de profils où il y avait la tête coupée avec seulement des bustes et des jambes extrêmement fines, qui était le standard type du corps fitness, qui est un profil en fait quasiment unique. Je veux dire, là, c'est quasiment beaucoup de génétique. Donc avec tous ces standards de filles, soit de compétition hyper sèche, body un petit peu, soit ces standards de filles extrêmement minces, qui ne font pas forcément nécessairement du sport, ce profil-là de corps, vous pouvez très bien l'avoir en étant née comme ça. Il y a des femmes qui ne font jamais de sport et qui sont comme ça. Mon physique qui aujourd'hui pourrait paraître très fit et très ferme par rapport à des personnes qui ne font pas de sport, dans mon milieu, il est considéré parfois comme médiocre. Pas par tout le monde, pas par moi, mais pour certains qui sont matrixés avec justement cette vision-là. Alors oui, d'un point de vue, on va dire purement athlète bikini, je n'ai pas un profil d'athlète bikini. Est-ce que c'est ce que je souhaite? Moi personnellement, non. Donc quand j'entends des hommes, et c'est souvent des hommes, qui me disent oui, mais on dirait pas que tu fais du sport, je me demande bien quel modèle ils ont dans leur tête. Ils sont très matrixés par des profils qui se veulent incroyables, hors normes, mais qui ne sont pas le reflet de la réalité ou de la moyenne des sportives. Et je vous avais parlé aussi des profils américains dans cette vidéo, avec le lifting des abdos. Enfin, il y a plein de méthodes aux États-Unis, vous n'avez pas idée des microchirurgies qu'il peut y avoir sur certains profils qui se veulent justement extraordinaires. Durant plusieurs années, j'ai reçu énormément de critiques sur mon physique depuis mes débuts, ce qui aurait pu plus jeune me déstabiliser et fausser la vision que j'avais de ma réalité sur mon corps. J'aurais pu tomber dans la dysmorphie, clairement. Et c'est quelque chose qu'on voit encore énormément sur internet. Ce à quoi doit ressembler un sportif, une sportive, une fit girl. On voit beaucoup passer, c'est souvent des termes qui sont donnés par des mecs, le terme de fit girl pour une fille sportive, une fitness girl qui serait un peu trop fat. Et tout ça, toute cette pression, c'est souvent de la part de la gente masculine sur le corps féminin, le patriarcat, bref, tout ça on connaît, mais aussi beaucoup parfois entre les femmes entre elles, ça on pourra pas y échapper non plus. C'est un sujet de société carrément. Et en fait ce que je veux vous dire c'est que je vois beaucoup d'abonnés recevoir encore ce type de commentaires. Et c'est des personnes qui n'ont pas forcément les mêmes épaules que moi et qui dès qu'elles vont se prendre ce type de remarques là, ça va profondément les atteindre. Ça peut les décourager. Ça va avoir des conséquences dévastatrices. Pour le coup ça perdure un petit peu en ce moment parce que les modèles qui sont basés depuis le confinement, c'est des modèles de filles, notamment comme Pamela RF, comme Chloé Tinks, qui sont extrêmement minces et qui vont représenter l'entraînement maison. Il faudrait faire une étude de cas sur leur physique qui sont encore une fois vraiment propres à leur morphologie et à leur personne et qui serait super intéressant de faire ensemble, je pense. En gros, le modèle de référence de manière générale dans le fitness, c'est pas être mince, c'est pas perdre du gras, c'est être très mince, très sèche. Sinon, t'es une merde. D'ailleurs, on le voit beaucoup sur des profils de nanas qui font de l'haltéro ou de la muscu, qui vont avoir tendance à avoir un surplus de gras, tout simplement pour performer en termes de force dans leur sport ou pour maximiser le gain musculaire pendant un temps donné. Elles vont beaucoup être moquées, critiquées sur leur physique. Notamment, je pense à la championne du monde qui est également chez MyProtein en haltéro, qui est championne du monde, mais qui va être critiquée sur son physique parce que pas jugée assez sèche pour une sportive. Parfois, l'extrême minceur qui vous vend du rêve sur les réseaux sociaux, les grandes pertes de poids, les taux de body fat qui sont conservés toute l'année ne sont pas un gain de bonne santé, quoi qu'on vous fasse croire à côté. Alors en parallèle, on a eu en 2018-2019 l'avènement du body positive. On en a marre que ce soit uniquement les corps minces qui soient représentés dans les médias et dans la mode. Et à raison. Ça a surtout été porté par des
figures de proue qui sont, on va dire, des femmes très fortes, en surpoids, grand surpoids, voire en obésité, qui sont les personnes les plus stigmatisées finalement du mouvement quand même. La parole se libère. Les femmes de tout poids, de toute corpulence, ont envie de s'exprimer sur leurs complexes. On casse un petit peu la belle image des réseaux sociaux avec les photos toutes lisses, toujours bien posées, bien préparées. Moi, la première, ça m'a fait une vague de soulagement de pouvoir se montrer un petit peu plus authentique encore, même si, on va pas se mentir, il y a des comptes qui s'en sont servis comme étendard pour flatter leur communauté de manière très hypocrite et qui en ont fait carrément tout un compte. Tous les jours, c'est un avant-après. À la fois, t'exagères tes bourrelets, limite, tu t'enlaidis, tu te grimes pour ensuite te taper la pire pose du monde. Si tu veux être porteuse de ton message, incarne-le simplement au lieu de toujours faire des posts à buzz absolu où tu te sers finalement d'un autre sujet pour te faire connaître alors que t'en as rien à foutre de la cause. C'est encore un autre débat. C'est une vague de féminisme, on assume mieux notre corps, tous les corps sont beaux, mais c'est également un mouvement qui a, comme pour tous les mouvements, des extrêmes, des extrémistes et des gens qui déforment un discours qui initialement était très positif. On a eu pendant de nombreuses années le sentiment, en tout cas pour ma part, vous me direz dans les commentaires si c'est votre ressenti, si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous êtes un petit peu dans le milieu du fitness et du bien-être, en tout cas que ça vous intéresse, j'ai eu la sensation qu'on n'avait plus le droit de se transformer. C'était accepte-toi comme tu es et j'ai eu l'impression que le mouvement body positive était presque en train de vouloir s'opposer au fitness. J'avais l'impression que dès que je parlais de transformation physique, d'objectifs qu'on montrait en avant-après dans un programme, c'était en opposition avec le fait de s'accepter soi-même. Or, à mon sens, on peut très bien et encore plus s'accepter soi-même en étant dans un cheminement de changement et mental et physique, sans vouloir forcément rentrer dans une case, un stéréotype ou vouloir absolument chercher l'extrême minceur, mais ça veut dire enclencher du changement pour se sentir mieux dans sa peau et avancer. J'ai vu apparaître aussi le fait que vous ne pouvez pas parler body positif en fonction de son poids. Je vous explique. J'ai constaté que certaines filles avec des comptes orientés body positive n'étaient pas assez légitimes pour d'autres personnes parce qu'elles n'étaient pas jugées assez grosses. Les seules personnes légitimes de parler de mal-être, de discrimination, de mauvaises expériences étaient les personnes jugées vraiment en surpoids, voire en obésité. Presque comme s'il y avait une compétition de celles qui a eu le plus de remarques, celles qui se sont la plus grosses. Alors qui peut être légitimement body positive? Qui a le droit ou non de parler de ses complexes? Est-ce qu'une fit girl a le droit de parler de ses complexes? Est-ce qu'une fit girl a le droit d'expliquer que justement dans son milieu où on l'attendait, elle, qu'elle soit sec comme un radis mort, elle peut se sentir complexée? C'est compliqué. Je parle pas forcément de moi, je parle des sportives en général. Parce que moi, je les vois passer parfois sur des comptes. Ouais, mais toi, ça, t'es pas grosse. Oui, mais moi, j'aimerais bien avoir ton corps. C'est bon, de quoi tu te plains? Arrête de te moquer du monde. Ça, c'est des vrais commentaires que j'ai vus sur des comptes de d'autres gens. En fait, tout est une question d'effet miroir. Si une personne se projette sur le corps de la personne qui explique ses complexes et qu'elle la considère mieux qu'elle, elle dira que son discours n'est pas légitime et ça lui paraîtra incohérent. Comment peut-elle avoir des complexes alors qu'elle a le corps que j'ai toujours rêvé d'avoir? Et c'est pour ça qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans des entre-deux, sans jamais arriver à trouver sa place ni à se sentir compris. Trop grasse pour le fitness, trop mince pour expliquer qu'elle se sent mal dans sa peau. Ce fameux ventre mou dans lequel il y a beaucoup de gens et moi dans lequel j'ai été pendant très longtemps. Bon, là, à ce stade de la vidéo, vous êtes en train de vous dire mais qu'est-ce qu'elle veut bien nous dire avec sa vidéo, cette blondasse? Vous avez raison. J'en remets mon serre-tête serre. Je trouve qu'il va bien, non? J'ai fait un très beau sapin. Je sais pas si vous l'avez vu en arrière-plan, il est un peu flouté. J'adore, j'adore, j'adore. Dans tous les cas, en gros, jamais vous ne ferez l'unanimité. Ouais, je sais, c'est beau, hein. Selon la perception qu'ont les gens de leur propre réalité, de leur propre physique, ils vont avoir leurs propres attentes. Je vais pas vous dire de passer outre les critiques parce que la vérité, à un moment donné, ça nous touche tous. Il y a un jour où on va être plus fatigué, plus sensible et ça va nous toucher. Il y a des gens qui sont plus faibles ou qui n'ont pas encore suffisamment confiance en eux et qui vont être attaqués par le moindre commentaire négatif. Alors prenez l'exemple de quelqu'un qui en reçoit des centaines tous les jours. Moi ça fait 10 ans que je travaille sur les réseaux sociaux donc j'en ai bouffé des commentaires sur le physique. Le meilleur conseil que je peux vous donner c'est de faire votre chemin à vous. Ne suivez pas les modes. Il y a eu des périodes où c'était que cardio, fitness, un coup c'était très muscu body, un coup c'était sèche de compétition, un coup la mode c'était le crossfit. Faites du sport qui vous plaise à vous. Tant que vous êtes passionné, c'est le plus important. Moi mon chemin, tout le monde se moque en me disant ouais mais t'as mis 10 ans pour avoir ce corps. Mais parce que mon chemin mental il a nécessité que je prenne 10 ans pour le faire. Là où peut-être si j'avais eu toutes les connaissances d'un coup, peut-être que j'aurais fait ce chemin en 3 ans, mais peu importe. Les gens aiment de toute façon les dramas, les comparaisons, les guéguerres entre influenceurs, mais aussi je vois dans la vraie vie, entre les collègues, les connaissances, les amis, la famille, les gens qui sont toxiques en fait. Construisez-vous de vos forces et de vos erreurs. Oui, je vais peut-être enlever le serre-texte, ça fera plus sérieux pour un discours de fin. Les codes et les modes, de toute façon, c'est cyclique, ça change et ça revient tous les 4 ans. La mode, en plus, apparemment avec les
Kardashian qui ont enlevé leurs kilos, leurs fesses et leurs seins, c'est de redevenir ultra skinny comme à Kate Moss il y a 10 ans. Moi j'ai envie de reprendre des formes et de refaire de la muscu. Faites des objectifs qui vous feront vous sentir bien dans votre corps. De toute façon, les remarques vous en aurez sur internet, encore pire, et dans la vie par vos proches. Il y a des gens qui sont ultra formatés, il y en a peut-être des centaines, des milliers qui vont vous dire quelque chose, ça ne voudra pas dire qu'ils ont raison. Focus-toi sur toi, utilise éventuellement les mauvaises choses qui t'arrivent comme énergie, comme rage pour aller chercher tes objectifs. Tu vas ainsi traverser les âges, les modes, les aléas de la vie avec un physique qui te correspond à toi. Ça ne voudra pas dire que tu ne pourras pas changer d'habit, avoir envie de changer tous les 2 ans de sport, d'objectifs. Tant que tu le fais pour toi, il n'est pas facile de se trouver, encore moins sur les réseaux. Imaginez, moi qui suis dans ce milieu, combien je peux être matrixée par énormément de choses. C'est un travail constant que je fais tous les jours sur moi-même et mon mindset et c'est pas toujours facile. Quand j'ai commencé sur les réseaux, j'avais 20 ans, aujourd'hui je vais en avoir 30. Donc j'ai pris du recul avec les années. En gros, vous l'aurez compris, c'est pas une vidéo pour me plaindre du tout, je ne suis pas à plaindre, loin de là. Mais on parle assez peu de ces sujets de bataille un peu psychologiques où on se retrouve un peu dans des entre-deux où personne ne nous comprend. Et je trouvais que c'était sympa de l'aborder dans une vidéo pour la fin d'année. Parce que oui, c'était la dernière vidéo de l'année. Je remets mon serre-tête. Je voulais quelque chose de différent. Je voulais aborder un thème différent. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si ce sujet vous a intéressé. Abonnez-vous pour passer aux 700K. On se retrouve dès l'année prochaine pour de nouvelles vidéos. Et je l'espère, le programme gratuit pour fêter les 700K. Hein, oui, dépêche-toi de t'abonner. Prenez soin de vous pendant les fêtes. Profitez-en. Faites le point, pourquoi pas sur vos objectifs. Et on se retrouvera en 2023 pour tout exploser tous ensemble. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao.